Bonjour tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette conférence sur le concours Access. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. Je suis aussi jury d'admission à l'ESSEC. J'ai été enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pendant 3 ans. Là, j'ai arrêté. Ça fait 9 ans que je prépare des étudiants pour ce concours. Aujourd'hui, je vais essayer de vraiment être le plus clair possible sur, voilà, sur ce qu'est le concours Access, les matières que vous allez retrouver pendant le concours. On va aussi parler des écoles, des nouveautés qu'il y a eu ces dernières années et je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Du coup, la réunion, d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Hem, je vous enverrai l'enregistrement demain, pardon. Si, jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion, en fait. Donc voilà, il y a une partie chat. Dans le chat, vous posez toutes vos questions et à la fin de ma présentation, je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. On va tout de suite débuter avec, alors je me rends compte que excusez-moi, hop, la connexion, je suis pas sur le bon Wi-Fi, si c'est bon. Hop. OK, pardon. Donc du coup, on va commencer avec les informations un petit peu clés sur le concours Access. Le concours Access, il réunit 3 écoles de commerce, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Les 3 écoles sont des programmes en 5 ans, c'est ce qu'on appelle des PGE. Tous les programmes en 5 ans en école de commerce ne sont pas des PGE, OK? Donc chaque école de commerce a un programme qui s'appelle PGE et s'ils ont un deuxième programme en 5 ans, ce qui est possible, ce qui est le cas par exemple de Neoma, le deuxième programme ne s'appelle pas PGE, il a un autre nom, voilà. Heu, tous les programmes que vous pouvez faire en école de commerce, hein, en post-bac, ne sont pas des programmes en 5 ans. Il y a aussi des programmes en 4 ans, c'est ce qu'on appelle les BBA, des programmes en 3 ans, ce qu'on appelle les bachelors. On va en parler un petit peu plus tard dans la présentation, enfin, très bientôt, mais donc, voilà. Sachez que quand vous faites une école de concours Access, vous faites un programme en 5 ans et ce qui fait qu'à la fin, vous avez un grade de master, OK? Ce qui est très important en France, hem, c'est quelque chose de voilà, qu'il faut prendre en compte. Hem, ce concours, le concours Access, il intéresse particulièrement, les étudiants, notamment grâce à la présence de l'IESEG qui est la meilleure école en 5 ans que vous pouvez faire en post-bac, OK? Et de loin quand même, enfin d'assez loin, disons. Et l'ESCA fait partie aussi des bonnes écoles que vous pouvez faire en 5 ans. Donc beaucoup d'étudiants en fait, participent à ce concours pour l'IESEG et l'ESCA. Il y a aussi l'ESDES qui est, disons, moins coté que les 2 écoles. J'ai mis qu'il y avait 7 000 candidats qui participaient au concours, mais ça, c'était, les chiffres plutôt d'il y a 1 ou 2 ans. Hem, il faut savoir que le concours Access, il a gagné en popularité ces 10 dernières années et l'année dernière, on était plutôt vers les 7 700 candidats. Donc sur les 7 700 candidats, il y en a à peu près un tiers qui vont être admis à l'IESEG, à l'ESCA ou à l'ESDES, qui vont intégrer l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Après, tous les étudiants qui passent le concours ne sont pas des étudiants déjà, un qui se préparent et 2 il y a des étudiants qui sont admis dans des écoles et qui décident de prendre une autre voie et donc du coup, ils prennent plus que 1 150 étudiants à l'IESEG et que 1 000 étudiants à l'ESCA et que 250 à l'ESDES. Ils en prennent plus pour être sûrs, de remplir quoi, si d'autres étudiants choisissent autre chose. Disons qu'à peu près, je dirais, 20 des étudiants qui passent le concours Access sont admis à l'IESEG. On doit être à peu près dans ces eaux-là. Voilà. Donc il y a 2 critères de sélection, les épreuves écrites, les épreuves orales. Donc pour les épreuves écrites, il y a 3 matières. Il y a, hem, la partie raisonnement logique et mathématique, il y a la synthèse de documents, il y a l'anglais. Selon les écoles, donc vous allez avoir un test commun, à l'écrit pour les 3 écoles. Mais selon les écoles, chaque matière aura un coefficient différent. Pour l'IESEG et l'ESCA, le coefficient le plus important, c'est la partie raisonnement logique et mathématique, c'est 45 de la note, c'est 9 sur 20. Et après, le coefficient en synthèse et en anglais, il va un peu changer entre l'IESEG et l'ESCA. Pour l'ESDES, les mathématiques vont être moins importantes. La partie raisonnement logique et mathématique va être moins importante. Il y a aussi du coup des épreuves orales. Donc une fois que vous avez réussi vos épreuves écrites, les épreuves écrites, elles se tiennent mi-avril. Une fois que vous avez, réussi vos épreuves écrites, vous êtes admissible aux oraux.
Donc en fait, je vais vous donner l'exemple de l'année dernière, on n'a pas encore les dates pour cette année, mais c'est tous les ans, c'est entre début et mi-avril. Donc l'année dernière, c'était le 11 avril, euh, les écrits de l'ISEG, du concours Access, pardon, c'était le 11 avril. À peu près 10 jours après le concours, ça devait être vers le 20 avril, 21 avril, on a eu les résultats des épreuves écrites. C'était peut-être le 21, c'était le 22 avril, il me semble. On a eu les résultats des épreuves écrites. Et ensuite, à partir du 23 avril, 24 avril, on a eu le début de la période des entretiens, des épreuves orales. Les épreuves orales, elles sont individuelles, elles sont différentes pour chacune des écoles. OK? Donc, vous pouvez être amené à passer des entretiens pour l'ISEG, l'ESCA et l'ESDES, donc à passer 3 entretiens. Euh, on peut revenir un peu plus en détail sur les épreuves orales si vous le souhaitez. Je pense que c'est pas nécessaire maintenant. Sachez qu'en gros, euh, le plus gros filtre se fait sur les écrits. Et après, une personne sur deux qui arrive aux entretiens passe. Euh, avec les préparations qu'on fait, nous, pour les oraux, en réalité, on a quasiment 100% de réussite aux oraux. Donc, nous, notre focus, ça va souvent être sur les épreuves écrites. C'est là où il faut vraiment performer. Après, on fait une préparation aux oraux et ça marche. Voilà. Mais sinon, dans le cas général, c'est un étudiant sur deux qui est pris, qui est pris après les épreuves orales. Alors, il n'y a pas de note de dossier pour le concours Access. C'est vrai et c'est faux. En fait, depuis l'année dernière, ils ont mis en place ce qu'on appelle les grands admissibles. Et donc ça, c'est une modification qui est assez importante en réalité. C'est les étudiants qui ont, qui sont jugés comme étant les meilleurs sont admissibles directement aux oraux sans passer par la case des épreuves écrites. Comment est fait cette sélection? Euh, En fait, vous allez télécharger vos dossiers sur Parcoursup au mois de mars. Et donc, vous aurez le premier trimestre de terminale, enfin, vous aurez les bulletins de première, le premier trimestre de terminale, le deuxième trimestre de terminale. Vous aurez aussi vos notes des épreuves anticipées du baccalauréat. Et donc, les écoles auront accès à votre dossier, à vos notes. Ils auront aussi accès à une nouvelle lettre de motivation, à vos centres d'entrée, etc. Ils vont regarder quels sont les dossiers les plus intéressants. Ils vont en choisir une poignée et ça va être les grands admissibles. L'année dernière, on a préparé 80 étudiants pour l'IESEG avec la prépa. On a eu 6 grands admissibles. Voilà. Donc le ratio, c'est à peu près 7% des étudiants. Euh, Ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez dur d'avoir des critères précis qui nous permettent de savoir si vous allez être grand admissible ou pas, parce que dans un même lycée, on a eu deux étudiants, un qui a 16 de moyenne, un qui a 17,5 de moyenne. Celui qui a eu 17,5 n'était pas grand admissible, celui qui a eu 16 l'a été. Ok. On n'a pas trop eu d'étudiants en dessous des 16 qui ont été, enfin, même pas du tout, d'étudiants en dessous des 16 de moyenne qui ont été grand admissibles. C'était plutôt des étudiants dans les 17, 18 de moyenne. Voilà, 16,5. À partir de 16,5, de 16, vous avez une chance, un espoir, disons. C'est plutôt 17, 17,5, 18. Voilà. Et donc, du coup, vous allez directement aux épreuves orales si vous êtes grand admissible. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas exempté de préparer les épreuves écrites parce que vous savez que vous êtes grand admissible que 2 ou 3 jours avant les épreuves écrites. Donc, l'année dernière, c'était le 11 avril, les épreuves. Je crois qu'on a su qui était grand admissible le 9 avril. Voilà. Donc, du coup, vous ne le savez pas avant, 2 jours avant, donc 2, 3, 4 jours avant les épreuves écrites. En fait, c'est normal, vous posez vos dossiers fin mars. Il faut que les dossiers soient étudiés. Ils ont une dizaine de jours pour les étudier. Ils choisissent leurs grands admissibles et après, il y a les épreuves écrites qui se passent. Donc, voilà. Euh, les écoles de commerce aussi que vous allez faire par le concours Access, que vous pouvez faire, elles sont toutes très internationales. Euh, Vous allez forcément faire au moins 6 mois à l'étranger. Même dans le cas de l'ESCA, par exemple, vous allez avoir des campus à l'étranger, notamment un campus à Shanghai où vous pouvez aller et passer toute une partie de vos études. Vous pouvez aussi faire des échanges dans un peu n'importe quel pays du monde. Et voilà, c'est le minimum 6 mois. Sur les programmes en 5 ans, en général, les échanges se font en troisième année. Vous avez la possibilité d'en refaire en master, voire parfois d'en faire en deuxième année. Vous avez aussi la possibilité, dans certains cas, de faire des doubles diplômes, c'est-à-dire d'aller dans une université en France ou à l'étranger d'ailleurs, d'avoir des cours dans cette université en plus de vos cours en école et d'avoir à la fin le diplôme de votre école et de l'université ou de l'école partenaire. Voilà. Donc ça peut être très intéressant de faire ce genre de programme. Ces programmes qui sont très sélectifs, mais qui vous permettent d'avoir un diplôme qui est encore
plus solide que le diplôme que vous aurez, en ayant uniquement votre école. Voilà. Donc en plus, du côté très international, les programmes, de ces écoles-là sont aussi, très professionnalisants. Vous allez avoir, plusieurs semaines enfin plusieurs mois pardon, de stage. Vous allez avoir entre 12 et 18 mois de stage au cours de votre formation. Ça peut même monter un petit peu plus, mais, disons, voilà, en moyenne, ça va être à peu près 18 mois de stage, 15 à 18 mois de stage, que vous allez faire, au cours de votre formation. Et donc du coup, vous allez avoir tout un volet de cours, un volet international et un volet, du coup, en entreprise. Donc les écoles de commerce, c'est payant, ça coûte, plutôt cher d'ailleurs. Ça coûte à peu près entre 10 et 12 000 € l'année et donc, bah, fois 5 ans, donc, voilà une formation à l'ISEC, ça coûte à peu près 60 000 €. Sachez que pour alléger vos frais, à l'ESCA, c'est pareil, hein, d'ailleurs, pour alléger vos frais, vous pouvez faire une alternance dans de nombreux cas et quand vous faites une alternance, hem, votre entreprise dans laquelle vous êtes en alternance, elle va vous payer comme pour un stage normal et elle va aussi payer, vos frais de scolarité. Du coup, en général, vous pouvez pas faire plus que 2 ans d'alternance, donc ça va être vous pouvez avoir 2 ans qui vous sont remboursés, enfin que vous ne payez pas. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à savoir. C'est très bien pour les étudiants parce que ça leur permet d'avoir de l'expérience professionnelle, de ne pas payer leurs frais de scolarité, de toucher un salaire et en fait, d'avoir aussi un pied dans une entreprise à leur sortie, d'école. En général, c'est sur les 2 dernières années qu'on fait son alternance. Voilà pour les informations un petit peu, générales. Du coup, donc si vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous pouvez faire le concours Access. Il y a un deuxième très grand concours qui existe, c'est le concours Sésame. Je pense que c'est important d'en parler. C'est les 2 concours un peu concurrents. Au concours Sésame, vous avez 16 écoles, OK? Et sur les 16 écoles du concours Sésame, il y a toute une partie qui propose des programmes BBA en 4 ans, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, et des programmes grande école ou des programmes, disons, en 5 ans. OK? Sur les 16 programmes du concours Sésame, évidemment, toutes les écoles ne se valent pas et donc du coup, il y a plein d'écoles qui sont un petit peu à jeter sincèrement. Je ne veux pas être, méchant, mais en réalité, avoir une école au concours Sésame, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une bonne école. Donc du coup, il faut avoir une des 5, 6 meilleures écoles pour que ça soit vraiment intéressant et la meilleure école du concours Sésame, c'est l'ESSEC en BBA, donc en programme de 4 ans. C'est du niveau de l'IESEG, voilà. Les programmes BBA par rapport aux programmes en 5 ans, c'est important aussi de faire la distinction, de pouvoir en parler. Les programmes BBA, donc c'est des programmes en 4 ans qui vous donnent juste un grade de licence. Donc si vous faites un BBA comme le BBA de l'ESSEC, comme le BBA de l'EM Lyon, comme le BBA de l'EDEC et cetera, donc ces BBA, vous les préparez avec, le concours Sésame. Le seul BBA intéressant qui est pas dans le concours Sésame, c'est le BBA de l'EDEC auquel il faut postuler sur Parcoursup, au moins de Parcoursup, de manière indépendante. Sinon tout est dans Sésame. Le BBA de l'ESSEC, du coup, voilà, même niveau que l'IESEG. C'est des programmes en 4 ans. Les programmes en 4 ans, ils ont une particularité par rapport aux programmes en 5 ans comme ceux d'Access, c'est que, bah, comme il y a moins de temps, en fait, on va rentrer plus rapidement dans le vif du sujet et dans les matières, disons, de management. Donc très vite, vous allez faire, de la finance, vous allez faire de la comptabilité, vous allez faire du marketing, vous allez faire des ressources humaines et cetera, de la stratégie. Alors que quand vous êtes dans un programme en 5 ans, comme, ceux des écoles, du concours Access du coup, vous avez un peu plus de temps, donc vous allez avoir plus de matières, disons, qui vont être, un peu des matières de fond. Vous allez faire plus de statistiques, vous allez faire, pardon, de la sociologie, ce type de matières-là, que vous ferez pas forcément, que vous ferez moins, disons, dans des programmes en 4 ans. Donc dans un programme en 4 ans aussi de type BBA, vous allez partir un peu plus tôt à l'étranger. C'est tous des programmes très internationaux, les programmes, que vous retrouvez dans Sésame, comme pour Access et vous allez avoir des stages, bien évidemment et en fait, quand vous faites un BBA, on est en France. En France, le BBA, ça vous donne juste une licence. Donc c'est comme un programme en 3 ans et du coup, la quatrième année que vous faites, c'est comme un master 1, mais le master 1, c'est pas un diplôme en France. Donc du coup, pour valider un master, un diplôme de master, donc master 2, soit vous faites un master 2 à la fac, soit vous faites un master spécialisé en école et ça vous fait votre cinquième année, vous avez tous vos crédits. Donc du coup, vous rajoutez que 1 an, vous n'avez pas besoin de rajouter 2 ans pour avoir un diplôme en 5 ans. Donc du coup, quand vous faites un BBA, il faut bien avoir en tête que si vous souhaitez continuer votre carrière en France après, bah, c'est bien de rajouter une année, OK? Donc ça veut dire qu'il faut postuler et cetera. Vous pouvez postuler à des super trucs et les très bons BBA, c'est des très bonnes formations et il y en a 3, 4, 5, voilà, qu'on peut retrouver.
On peut aussi faire des écoles post-bac en 3 ans. Ça va être les bachelors. Je vous recommande pas trop de faire ça, honnêtement. Le bachelor le plus connu, c'est le bachelor de l'ESCP. C'est un bachelor qui est très international. Vous faites une année à Paris et une année dans deux autres villes. Vous faites, par exemple, un an à Paris, un an à Madrid et un an, je sais pas moi, en Italie. Je sais plus s'ils sont en Italie. Je dirais que c'est à Milan, mais je suis pas sûr. Donc, imaginez, vous faites ça. C'est sexy. Mais c'est des programmes dans lesquels on ne travaille pas tant que ça. Et quand on paye 10 000 à 15 000 euros, ça son année, c'est plutôt 15 000 euros, je pense. Quand vous payez 15 000 euros l'année, à vérifier. Ça va être entre 12 et 15 000 euros. Euh, c'est bien d'avoir quand même une école dans laquelle on travaille. Et moi, je vois, en fait, ils prennent beaucoup dans cette école-là. Enfin, l'ESCP en première grande école, c'est génial, hein. En bachelor, en 3 ans, c'est pas non plus incroyable. Le niveau des étudiants n'est pas fou. Euh, Et sinon, les autres bachelors, honnêtement, sont pas si intéressants que ça. Les bons billets sont toujours mieux. Les bons PGE, ils sont toujours mieux aussi. Voilà. Donc, toutes ces écoles de commerce, elles sont payantes. Ça, c'est pour les écoles post-bac. Elles sont internationales. Vous avez des stages. Voilà. Elles n'ont pas toutes le même niveau, par contre. Si vous voulez faire les meilleures écoles de commerce de France, vous êtes obligé de passer par les classes préparatoires. Donc, vous allez faire 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa si vous cubez, donc si vous redoublez votre deuxième année. Et ensuite, vous passez les concours. Vous pouvez rentrer dans toutes les écoles en première grande école. Certaines écoles, comme les 5 meilleures écoles de France, HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon et DEC, ne sont accessibles qu'après être passé par les classes préparatoires. Enfin, comment dire? Vous pouvez pas y accéder en post-bac en programme grande école. Ok. Euh, si vous voulez faire une classe préparatoire, il faut dire que vous visez le top 5. Si vous visez pas le top 5, ça sert à rien, entre guillemets, parce que l'IESEG, c'est considéré comme la septième meilleure école de France, quand on regarde les classements. Et donc, du coup, vous pouvez l'avoir en post-bac. Si vous avez l'IESEG en post-bac et que vous n'avez pas un top 5, classe prépa, vous pouvez vous regretter d'avoir fait une prépa. Enfin, voilà. Du coup, si vous faites une prépa, vous n'avez pas top 5, c'est pas un drame, hein, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez fait aussi bien sans problème en faisant une école post-bac comme l'IESEG, qui va être du niveau d'Audencia, par exemple, ou qui va être du niveau de Grenoble, de GEM ou de Neoma en première grande école. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur les classes préparatoires. Les écoles qu'on intègre en classe préparatoire, c'est les mêmes. Un étudiant qui fait une prépa et qui intègre l'IESEG, il va arriver en troisième année. Alors qu'un étudiant qui rentre à l'IESEG en école post-bac, il va arriver en première année. Donc du coup, au final, vous arriverez en même temps en troisième année, parce que un étudiant, il fait 2 ans de classe préparatoire, après il rentre en troisième année, vous faites 2 ans dans l'école, vous rentrez en troisième année. Donc c'est aussi une manière, enfin voilà. Donc, dans les deux cas, vous avez à la fin le même diplôme. Vous faites le même programme, le même diplôme. Il y a d'autres possibilités, notamment gratuites. Vous pouvez faire l'université. À l'université, le parcours complet il dure 5 ans pour arriver au grade de master. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment gratuit. Vous allez avoir beaucoup moins de stages, c'est beaucoup moins professionnalisant que les écoles, disons. C'est moins international aussi. Dans certaines universités, vous allez avoir la possibilité de faire des échanges, mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde, enfin, comme pour les écoles de commerce. À part peut-être à l'exception de Dauphine, où vraiment beaucoup d'étudiants vont à l'étranger. Mais Dauphine, c'est ce qui s'apparente le plus à une école de commerce, parce que vous allez avoir beaucoup de groupes aussi, de cours en petits groupes, alors que sinon c'est souvent des amphis. Et une vie associative qui est très dynamique, ça ressemble à une école de commerce Dauphine. C'est très sélectif par contre, mais c'est très bien. Et sinon, à l'université, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes vraiment bon à l'université, vous pouvez toujours rebondir et aller vers des programmes de plus en plus intéressants. Donc, quelle que soit l'université dans laquelle vous êtes, si vous êtes vraiment bon, vous pouvez faire un parcours qui est vraiment très brillant. Euh, Plus vous êtes dans une bonne université de base, plus ça sera facile d'avoir un parcours brillant. Si vous êtes à la Sorbonne, c'est une très bonne université en éco-gestion. Si vous êtes dans les bons de la Sorbonne, vous êtes dans les 10% les meilleurs, vous allez pouvoir faire vraiment quelque chose de top. Si vous êtes à Nanterre, il vaut mieux être dans les 5% les meilleurs. Voilà, ok. Pour vous donner un exemple. Ok. Vous pouvez faire aussi des BUT en 3 ans. C'est pas international du tout et voilà, il y a un petit peu de stage. Et après un BUT, vous pouvez essayer de rebondir pour continuer vos études. Et vous pouvez faire un BTS en 2 ans. Les BTS, ça peut être gratuit ou payant. Si vous voulez faire des études longues, je vous conseille pas de passer par la case BTS. Vous pouvez continuer après, mais c'est difficile. C'est pas le chemin le plus facile, mais vous pouvez. Voilà. Je suis désolé, j'ai pris le temps, mais au moins, voilà, je vous donne vraiment toutes les informations. Et donc, quand on regarde le classement des écoles post-bac, ça, c'est un classement qui est général, hein. Ça, donc le premier classement, c'est le classement du Figaro de l'année dernière. Le deuxième classement, le classement des BBA, c'est le classement de l'étudiant de l'année dernière.
Donc, les meilleurs programmes grande école en post-bac, c'est. Attends, excusez-moi, il y a une petite erreur dans la slide. C'est l'IESEG pour le concours Access, l'ESCA pour le concours Access, l'EM Normandie pour le concours CESAP. J'ai modifié la slide en fait, et je me suis rendu compte que j'ai oublié de changer pour les concours. D'ailleurs, il y a une erreur dans la slide suivante aussi, enfin dans le tableau suivant. En fait, excusez-moi, avant l'ESCA était troisième et l'EM Normandie était deuxième. Ça a changé. Pour être tout à fait honnête, c'est deux écoles qui ont à peu près le même niveau. L'EM Normandie a même. Donc, c'est dans le concours Sésame, l'EM Normandie, l'ESCA dans le concours Access. L'ESCA, c'est une école qui stagne parmi les bonnes écoles post-bac, alors que l'EM Normandie, c'est une très bonne école qui rentre. Enfin voilà, c'est une très bonne école aussi, mais qui est beaucoup montée depuis une dizaine d'années et qui a une stratégie, en fait, là où l'ESCA a eu la stratégie d'ouvrir beaucoup de campus en France avec un ou deux campus à l'étranger, l'EM Normandie, ils ont décidé d'ouvrir beaucoup de campus à l'étranger. Donc, ils ont un campus à Caen, ils ont un campus à Paris. L'ESCA aussi a un campus à Paris d'ailleurs. Euh, L'ESCA, ils ont des campus un peu dans toute la France. Ils ont un campus à Bordeaux, un campus à Aix, un campus à Paris, un campus à Angers, etc. Angers étant le plus gros. Et ils ont un campus à Shanghai et ils en ont un autre, je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, voilà, ils ont 7 campus, je crois. Le M Normandie, ils ont un campus à Caen, un campus à Paris. Donc vous pouvez faire le M Normandie à Paris, il n'y a pas de problème. Et ils ont ouvert des campus, sinon à Oxford, à Dublin, à Dubaï, et ils ouvrent à Boston cette année. Et donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est que comme il n'y a que des grandes universités, il y a beaucoup de grandes universités dans les endroits où ils ont ouvert, ils ont fait exprès, ils profitent de l'écosystème des grandes universités, et vous avez les mêmes profs que les meilleures universités du monde. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà. Les classements, il faut les regarder avec un petit peu de recul, mais l'UM Normandie, moi, je pense que ça va continuer de monter avec. Enfin, je pense que leur stratégie, elle est vraiment payante. Et je vois les étudiants sont ravis. Pour les BBA, si vous souhaitez faire un BBA en 4 ans, vous êtes obligé de passer par le concours Sésame. L'EDEC, c'est une erreur, ce n'est pas dans le concours Sésame. Ok. L'EDEC était en dehors du classement il y a 2 3 ans, mais en fait, encore une fois, les classements, il faut les regarder en prenant un peu plus de recul. L'EDEC a toujours été un des meilleurs BBA de France. L'ESSEC est numéro 1, il n'y a pas de débat. Pour le numéro 2, pour moi, ça se joue entre l'EDEC et le MIO. Ok. Schema, ça vient derrière pour moi. Schema, ça vient plutôt avec Neoma. Voilà. Euh, donc, entre le classement officiel de l'année et la réalité, il y a parfois un décalage, sincèrement. Et donc, voilà, moi, ma vision des choses, elle est différente de celle des classements. Mais je trouve que le classement, c'est toujours un bon indicateur. Si une école, euh, enfin, comment dire, s'il y a 10 rangs entre deux écoles, il y a quelque chose. Par contre, le classement des BBA n'est pas le même que le classement des programmes grande école, il ne faut pas confondre. Voilà. Du coup, quand vous voulez passer le concours Access, vous avez, comme je vous l'ai dit, des épreuves écrites et des épreuves orales. Pour les épreuves écrites, vous avez la synthèse de documents. C'est une épreuve de 3 heures. Vous devez rédiger une synthèse de 350 mots. OK? On va en revenir dessus après en détail. Pour la partie raisonnement logique et mathématique, c'est une épreuve de 2 heures. Il y a 3 parties, logique, mathématiques, problème. Et c'est des vrais-faux. OK? Donc vous avez 15 questions avec pour chaque question 4 propositions auxquelles il faut dire si c'est vrai ou faux. Donc 15 fois 4, il y a 60 questions auxquelles il faut répondre en réalité, en 2 heures. OK? En anglais, l'épreuve, elle dure 1 heure. Il y a 50 questions en vrai-faux plus 25 UCM. C'est très, 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 très long parce que 50 questions en vrai-faux, c'est 50 questions avec 4 propositions en vrai-faux. Donc c'est 200 questions en réalité. Et plus 25 UCM, donc ça fait 225. On va revenir encore une fois en détail sur l'épreuve d'anglais juste après. Et enfin, une fois que vous avez passé vos épreuves écrites, du coup, vous finissez vos épreuves écrites, vous les passez disons le 11 avril. Vous avez les résultats le 22 avril. Les épreuves orales, elles vont commencer le 25 avril, à peu près. Voilà. C'est comme ça que ça va se jouer. C'est un entretien de motivation, un entretien d'anglais. Pour l'ESCA, vous avez une épreuve écrite de culture générale le jour des entretiens. Pour l'IESEG, pendant l'entretien de motivation, il y aura une partie culture générale. Euh, donc une partie actualité culture générale plutôt. Voilà. Que dire de plus? Pour vous avez un entretien collectif aussi à l'ESCA. Voilà, donc ça c'était les parties les plus importantes. Pour info, le concours Access, il se passe à distance. Ok. Ça veut dire que vous le faites de chez vous avec un logiciel. Ce logiciel, vous le testez quelques semaines avant le début du concours. Euh, et, euh, et donc du coup, voilà, vous pouvez enfin, normalement, il y a pas de souci hein, avec le logiciel d'Access. Il y a pas de bug en général. Il y en a tous les ans, il y a un ou deux étudiants qui ont des petites galères quand même. Voilà, je tiens à préciser. Mais c'est minime. OK?
Donc normalement, ça se déroule bien, ça se tient bien, il n'y a pas de souci. Les contraintes de temps sont très fortes, surtout pour le raisonnement logique et mathématique et pour l'anglais. Pour la synthèse, ça va. OK? Du coup, je vais vous présenter les épreuves écrites rapidement. On va commencer par la synthèse de documents. La synthèse de documents, c'est un corpus de documents qui va être composé de 10 à 15 documents. J'ai mis 12 à 15. En réalité, c'est une douzaine en général. Tous les documents sont sur un thème qui est commun. Donc, par exemple, le thème, ça va être, je sais pas moi, l'intelligence artificielle. Ils vont pas mettre de titre au document. Vous regardez là, le document 10, il n'y a pas de titre. Mais par contre, si vous regardez le document d'avant, c'est d'après Thomas Munier, la créativité n'est pas une valeur. Ok, donc vous allez avoir des informations que vous pouvez glaner en regardant par exemple à la fin les informations sur le texte, d'où vient le texte, etc. Et les textes vont pas être ordonnés en fait. Ils vont tous être sur un même thème, mais vous n'allez même pas connaître le thème. La seule consigne que vous aurez, c'est rédiger une synthèse de 350 mots en reprenant les thèses principales développées dans les différents documents. Et vous avez le droit à plus ou moins 10%, donc c'est-à-dire de faire entre 315 et 385 mots. 350 mots, pour vous la faire courte, pour que vous puissiez vous représenter ça, c'est à peu près une page manuscrite. C'est très très peu. C'est une demi-page rédigée, tapée sur l'ordinateur. Donc du coup, votre travail, ça va être d'identifier quel est le sujet déjà du corpus de documents, de bien, prendre des notes sur les documents, lire les documents, prendre des notes sur les documents, essayer de voir quels sont les docu enfin comment s'entremêlent les documents, quels sont les documents qui vont développer des thèses qui sont plutôt similaires, quels sont des documents qui vont montrer d'autres facettes du sujet et les regrouper. Le but de ça, c'est vous prenez toutes vos notes, vous identifiez les sujets, principaux. Suite à ça, vous faites, votre problématique et votre plan. Vous détaillez votre plan au maximum. Il faut être très efficace, bon, je vous parle un peu de la méthodologie, hein, mais bon, voilà. Il faut être très efficace dans son plan, c'est-à-dire une idée, un exemple. Toujours reprendre des exemples, du corpus de documents. On n'a pas le temps d'épiloguer une idée, c'est 2 lignes maximum, OK? Donc du coup, il faut être très, très efficace dans la rédaction et finir en mettant une conclusion, qui répond à la problématique. Il est interdit de citer les textes. Par contre, vous devez définir un petit peu les termes du sujet, les termes de votre problématique, en reprenant, hein, ce qui est dit dans les documents. Il est aussi interdit de, rajouter des connaissances personnelles. Si vous mettez des connaissances personnelles dans votre synthèse de document, vous allez juste perdre des points, OK? Et donc, il faut éviter de faire trop de fautes d'orthographe. Vous pouvez perdre un petit peu de points si vous faites des fautes d'orthographe. Voilà. Si vous êtes dyslexique, parce qu'il y en a, c'est pas un problème, vous pouvez, quand même passer le concours. Vous serez un petit peu pénalisé sur votre orthographe, mais vous pouvez vous rattraper sur tout le reste. Voilà. C'est pas, un handicap insurmontable. Voilà. Pareil, si vous êtes dyslexique ou autre, vous avez le droit à un tiers-temps, OK? Comme je vous l'ai dit, la contrainte de temps, elle est très forte pour les concours. Et donc du coup, profitez, si vous pouvez avoir un tiers-temps, demandez-le et profitez de votre tiers-temps, c'est un énorme avantage. Enfin, c'est un avantage dont vous avez besoin en général quand on demande un tiers-temps, c'est qu'on a besoin d'un tiers-temps, mais ça peut vraiment aider. Un étudiant, par exemple, qui pourrait avoir un tiers-temps, mais qui l'a jamais utilisé dans sa scolarité, je l'invite à le faire. Franchement, c'est un concours. Ça va si le fait une petite difficulté, ça l'aide une fois dans sa vie, bah, qu'il en profite. C'est maintenant. Voilà. Ensuite, vous avez du coup l'épreuve d'anglais. L'épreuve d'anglais, elle dure 2 heures. Vous avez, comme je vous l'ai dit, 50 questions. Là, c'est une seule question, hein. A, B, C, D, ça représente une question. Pour A, B, C et D, il faut dire c'est vrai ou faux à chaque fois. OK? Donc ça, c'est une question. Vous en avez 50 comme ça, plus 25 sur la forme de QCM. Il faudra choisir la bonne réponse. Ça fait 225 questions en tout à faire en 1 heure. Vous avez clairement pas le temps de réfléchir. Il faut être vraiment efficace. Les questions, ça va être des questions de grammaire, de, conjugaison, de concordance des temps, mots de liaison, faux amis. C'est tout c'est ce type de questions-là. Vous allez aussi avoir dans vos questions 2 textes avec 5 questions sur les textes. Donc vous avez aussi un peu de compréhension de texte. Heu et donc du coup, ça va être la différence avec le concours Sésame. Au concours Sésame, vous avez l'anglais, mais vous avez pas la compréhension de texte. Mais vous avez au concours Sésame, si ça vous intéresse, voilà, je vous le dis, vous avez, des petites questions de culture un peu anglo-saxonne, sur les actualités un peu anglo-saxonnes, voilà, qu'on ne vous pose pas au concours Access. Et d'ailleurs, l'épreuve de synthèse de documents du concours Access, il y a une épreuve qui ressemble un petit peu, mais qui est quand même bien différente, qui s'appelle l'analyse documentaire au concours Sésame. En fait, là aussi, vous allez travailler sur un corpus de documents, mais ça va être différent. Enfin, ça va être, l'exercice va être différent. Je vous en parle parce que, vous voyez la conférence qu'on fait sur Concours Access, on fait la même sur le concours Sésame dimanche matin à 11 heures. Donc en fait,
Demain, je vous enverrai, la présentation, là, que vous voyez, donc le support de la présentation. Je vous enverrai aussi le replay de la conférence et je vous enverrai le lien pour vous inscrire à la conférence sur le concours Sésame si ça vous intéresse. Voilà. Et enfin, du coup, la troisième matière, c'est, la partie raisonnement logique et mathématique. C'est moi le prof de raisonnement logique et mathématique dans la prépa. Donc à la prépa campus, c'est moi qui vais donner ces cours-là. Vous avez 3 parties dans donc raisonnement logique, raisonnement mathématique et problème. Donc là, il y a une question de raisonnement logique, type, voilà, vous pouvez la regarder si vous voulez. Je vais vous envoyer les slides, donc vous pourrez vous amuser à regarder ça chez vous. En fait, si vous regardez cette question, un peu plus en détail, vous verrez que d'un point de vue technique, mathématique, ça vous demandera pas plus que ce que vous faites en terminale. En fait, j'ai oublié de dire, pour passer le concours Access, c'est important, selon moi, de faire maths complémentaires en terminale. Si vous faites, plus que maths complémentaires, c'est bien, mais voilà, c'est important de faire maths complémentaires, parce qu'au niveau du programme, c'est ce qui va correspondre à ce que vous allez avoir. C'est le programme de maths complémentaires plus, sans pardon les suites, mais ça va être contrairement aux maths que vous faites au lycée, au concours Access, vous ne rédigez pas, c'est un vrai faux. Donc les calculs vont être plus techniques, en fait, qu'au lycée, mais par contre, il y aura pas de partie rédaction. Voilà. Et donc, ça, c'est pour la partie mathématique, ce que je vous dis. Mais du coup, si vous ne faites pas les maths complémentaires, c'est possible de préparer le concours Access, mais du coup, ça demandera de votre part un engagement qui est plus important que les autres. OK? Nous, on vous aide à faire ça. C'est moi le prof de maths en plus, donc je donne même des cours gratuits tout au long de l'année aux étudiants qui ne comprennent pas les notions parce qu'ils ne les ont pas vues en cours, par exemple. En fait, voilà, je les reprends même en individuel pour leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris pendant les cours. Mais j'attends des étudiants qui veulent se préparer avec moi au concours Access et qui vont arrêter les mathématiques, devenir beaucoup plus réguliers, enfin de faire plus de cours que les autres, voilà. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et si vous êtes en STMG, c'est possible aussi, mais il faut que vous soyez à l'aise en mathématiques déjà, en STMG, très à l'aise en mathématiques en STMG et il faut que vous ayez vraiment envie de beaucoup travailler, parce que ça va être beaucoup plus de travail pour vous. Si vous êtes prêt à faire cet effort-là, moi je suis OK pour vous accompagner et faire ce travail avec vous. Sinon, laissez tomber. Hem, du coup, voilà, la partie raisonnement logique, en fait, les problèmes, ils vont être complètement différents de ce qu'on voit au lycée. Mais par contre, ça va faire appel à des notions qui vont pas plus loin que la terminale. C'est des notions que vous connaissez en général, mais parfois vous allez, en fait, devoir utiliser des méthodes de travail qui sont complètement différentes et ça s'apprend, ça se travaille, ça se bosse. Mais si vous avez l'esprit qui est très bien fait d'un point de vue logique, bah, vous pouvez, réussir à répondre à beaucoup de questions. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des c'est fini, en fait, le nombre de questions qu'on vous pose. C'est le type de questions, il y en a pas des milliers, il y en a pas mal, mais ça se voit, quoi et donc du coup, on peut vous donner des techniques pour tout, pour que ce soit plus facile et pour que vous sachiez quoi faire à chaque fois. Voilà. La partie raisonnement mathématique, donc la deuxième partie, de raisonnement logique et mathématique, c'est des maths. Là, ça va être vraiment les maths de lycée, comme je vous l'ai dit, pur et dur. Heu Sur le programme des maths complémentaires, sans les suites, je sais pas pourquoi, me demandez pas, avant ça l'est plus et plus dur d'un point de vue calculatoire, mais pas de rédaction, OK? En général, les étudiants, il faut qu'ils gagnent un peu de temps sur la partie raisonnement logique. Voilà, vous avez 2 heures, donc c'est 40 minutes par partie. C'est bien si vous arrivez à faire 35 minutes sur la partie raisonnement logique, pour avoir peut-être 50 minutes sur raisonnement mathématique au lieu de 40 et peut-être 35 minutes sur le problème. Et la troisième partie, le problème, c'est quelque chose de très original, moi j'aime beaucoup et en fait, dans le problème, donc vous avez besoin de connaître donc vos notions de terminale encore une fois, mais en fait, ils vont introduire des nouvelles notions que vous n'êtes pas censé connaître. Par exemple, je sais pas, ils vont vous parler ça peut être une notion mathématique ou économique. Par exemple, ils vont expliquer, je sais pas, c'est quoi l'élasticité prix, qui est une notion économique. Ils vont vous expliquer comment on la calcule, vous donner des exemples et ensuite on va vous demander du coup de faire ce type de calcul-là pendant le problème et d'interpréter la réponse. Et donc du coup, pour préparer ce type de problème, c'est très différent du coup du lycée, où on vous demande jamais de faire ça. Mais pour préparer ce type de problème-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous habitue à réviser des notions que vous découvrez sur le moment. OK? C'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, bah, on arrive à le faire et à répéter. OK? Et donc du coup, on est obligé de réfléchir et d'interpréter et de, comment dire, sortir un peu de sa zone de confort sur la partie problème et c'est ce qui est intéressant selon moi. Voilà. Et donc du coup, ces 3 parties-là, ça fait, la matière raisonnement logique et mathématiques. C'est coefficient 9 pour l'ESK et pour l'ISA, 9/20, voilà, pour les écrits. Du coup, si vous souhaitez vous entraîner seul au concours Access, c'est possible, j'ai bientôt fini, je vous rassure et après je vais répondre à vos questions. Si vous souhaitez vous entraîner seul au concours Access,
Ils ont essayé de faire une application, ils n'ont pas réussi, malheureusement. Du coup, ce ce qu'on vous propose, c'est les annales depuis 2016 qui sont téléchargeables en ligne. C'est très bien, c'est important de les faire, mais pour les faire, il faut être avancé dans sa préparation. Je m'explique. Les corrections que vous avez des annales, elles ne sont pas détaillées. Vous aurez les bonnes réponses, les mauvaises réponses, sauf que il faut savoir encore comprendre là où vous avez faux et pourquoi. Donc ça, c'est le premier problème. La deuxième chose aussi sur laquelle il faut être vraiment vigilant, c'est entre 2016 et 2021, le programme n'était pas le même que maintenant. OK? Parce qu'après, il y a eu la fin du bac, et cetera. Donc du coup, certains exercices de 2016 à 2020 ou 2021, donc disons à 2020, ne sont plus du tout au programme, en fait. Heu, En fait, c'est plus ouais, c'est jusqu'à 2020, je pense. Donc certains exercices ne sont plus du tout au programme, donc il faut faire attention à pas stresser parce qu'on ne peut pas faire des exercices parce qu'en fait, ils sont juste plus au programme, voilà. Mais sinon, voilà, c'est intéressant parce que voilà, ça ressemble vraiment à ce que vous aurez le jour J et donc voilà, vous pouvez travailler avec ça. Pour vous entraîner aussi, vous pouvez, si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire avec des livres. Les 2 plus connus, je dirais, c'est la Bible du concours Access et le Grand Manuel du concours Access. Je vous ai mis le Grand Manuel du concours Access, parce que je trouve qu'il est mieux que la Bible du concours Access. Ce qui est intéressant dans les livres, c'est que la partie cours, elle est pas mal, en général. Elle va vous être utile. Ce qui est moins intéressant, c'est que les exercices sont pas du tout à jour, enfin ou très peu, disons. Ils sont assez peu à jour. Il y a pas beaucoup d'exercices pour s'entraîner et donc du coup, bah, parfois, en fait, si vous voulez, ils utilisent leurs exercices, notamment en logique, pour d'autres, tests. Et en fait, sauf que, bah, le concours Access, il a évolué, les autres tests sont différents et donc du coup, ils ont pas changé forcément les exercices et donc parfois, ça va être pas méga, méga, comment dire, à jour. Donc la partie cours est toujours intéressante, mais par contre, les exercices, le sont, vont vous aider, mais parfois, en fait, vous allez faire des trucs pour rien. Voilà, c'est tout. Et parfois, il y a des choses, en fait, qui vont pas ressembler à ce que vous aurez en vrai. Voilà. Mais c'est bien quand on veut s'entraîner tout seul, pour pas beaucoup, pour pas cher, un livre, les annales, ça aide. Vous pouvez suivre aussi des comptes Insta. Pour, l'anglais, BBC Learning English, je trouve c'est bien, ça aide parce qu'ils proposent, les petites explications qu'ils donnent, ça peut clairement vous aider pour le concours. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est top. On faisait des revues d'actu sur Prépa Campus avant, mais on les fait plus depuis un moment. Donc, n'allez pas suivre Prépa Campus pour les actualités. Allez voir Hugo Décrypte, ça va être beaucoup mieux. Pour les exercices de raisonnement, il y a plein de petits exercices sur Prépa Campus qui peuvent vous aider, pour le coup. Et sinon, moi j'aime bien la chaîne Ed Academy, qui est une chaîne, enfin, plus qu'Insta, c'est sur YouTube. C'est un peu concurrent de ce qu'on fait, mais bon, franchement, c'est super bien, il faut dire la vérité. Enfin, comment dire? Ils font pas spécifiquement des préparations au concours, hein, mais en tout cas, voilà, c'est 2 profs de maths qui ont monté la chaîne. Ils vous expliquent, plein de techniques, pour résoudre des problèmes. Ils expliquent plein de notions de mathématiques. Franchement, c'est hyper bien fait. Ils expliquent super bien. Enfin, moi, je les aime bien. Je les connais pas, mais j'aime bien ce qu'ils font, en tout cas. Et donc du coup, ça peut vraiment vous aider. Tout n'est pas au programme, évidemment, mais si vous ciblez bien ce que vous regardez, ça peut vous aider pour les concours. Et enfin, pour les étudiants qui font partie de Prépa Campus, de la prépa, on a une base de données avec, énormément d'exercices, corrigés. Donc on a des cours, on a des cours, en vidéo avec des exercices corrigés, correction, du coup PDF et vidéo. On a des sujets de synthèse avec des corrections pareil vidéo et des synthèses rédigées pour vous montrer des exemples de réponses. Et on a aussi mais dans les corrections vidéo, on vous montre aussi le raisonnement, comment on a fait le plan et cetera. Et on a aussi du coup plein d'exercices de raisonnement logique et mathématique. C'est moi qui et enregistrer les cours pour cette partie-là. Donc, on a tout le cours qui est enregistré. On a aussi plein d'exercices pour s'entraîner. OK? Ça, en gros, tous nos étudiants qui font nos préparations, ils ont accès à cette plateforme-là et pour en gros, un peu dans une idée d'égalité des chances, les étudiants qui souhaitent passer le concours Access et qui sont boursiers, on leur donne accès à la plateforme pour 300 €. Voilà. Vous pouvez pas, si vous n'êtes pas boursier, prendre juste l'accès à la plateforme, et encore moins pour ce prix-là, bien évidemment. Mais, au moins, si vous êtes boursier, ça vous donne une bonne chance de vous préparer avec vraiment du bon contenu. Si jamais, du coup, vous vous préparez avec nous, vous aurez évidemment plein de cours en live et vous aurez aussi la plateforme pour vous aider, pour vous entraîner à côté. Voilà. Du coup, nos préparations au concours Access, on propose aussi des préparations au concours Sésame et au concours Access Sésame, du coup. Donc pour le concours Access tout seul, ça coûte 1 490 € notre préparation. Vous avez des cours hebdomadaires de raisonnement logique et mathématiques, c'est moi le prof. Il y a 3 cours dans la semaine, le lundi, mercredi ou vendredi. Si vous souhaitez ça commence en novembre. Si vous souhaitez faire tout le programme, il faut venir à tous les cours
soit le lundi, soit le mercredi, soit le vendredi. Vous n'êtes pas obligé de faire les trois. Si vous venez plusieurs fois dans la semaine, bah, vous ferez plusieurs fois le programme, mais on change tous les exercices et on ne fait pas le programme dans le même ordre. Donc, si vous venez par exemple la première semaine le lundi, peut-être qu'on fera les fonctions, de la logique et je ne sais pas moi, des exercices de vitesse, distance et temps qui sont au programme. Et donc, du coup, voilà, ça sera 3 cours différents, sauf que si vous faites tous les lundis, bah, vous allez refaire vitesse, distance, élan, vous allez refaire l'exercice de logique, des exercices de logique aussi. Sauf qu'on voilà, on change tous les exercices, mais la partie cours, ça sera la même. Voilà. Donc, venir une fois par semaine, c'est suffisant pour tout suivre et pour tout faire. Si vous voulez venir plusieurs fois dans la semaine, ça vous permet de vous entraîner et donc, du coup, vous n'aurez pas forcément à vous entraîner en autonomie chez vous. Tous les cours qu'on propose, de toute façon, on les enregistre après, enfin, du coup, et le lendemain, ils sont accessibles sur la plateforme si jamais vous ratez un cours. OK? Vous avez un module d'enjeux contemporains, culture générale, sur les actualités, en gros, des 10 derniers mois avant le concours et avec des fiches de culture générale. Ça, c'est les dimanches de 18h à 19h30. Ça vous servira pour les oraux. OK? C'est 8 séances entre janvier et mars, d'1h30. Euh, Pareil, si vous ratez une séance, c'est enregistré, vous récupérez ça sur la plateforme. Et vous avez aussi, donc ça, les cours hebdo, c'est que à distance, hein. OK? C'est que à distance. On a 60% des étudiants qui ne sont pas en région parisienne, 65, je dirais. Le reste qui est en région parisienne. On propose aussi du coup, certaines matières, voilà, comme le raisonnement et les enjeux contemporains, c'est mieux en hebdo, parce que c'est mieux avec de la récurrence. C'est trop d'informations, les enjeux contemporains sur une semaine, et puis on rate trop d'actualités à les faire trop tôt pendant les vacances scolaires. Pour le raisonnement logique et mathématique, ça nous laisse le temps d'acquérir vraiment toutes les connaissances au fur et à mesure, et donc s'il y a des problèmes, on a le temps de retravailler dessus, donc c'est mieux de le faire enfin, dans la durée. Par contre, l'anglais, la synthèse de documents, ça se fait mieux sur des périodes plus courtes. Donc ça, on le propose en stage intensif pendant les vacances scolaires, soit la deuxième semaine des vacances de Noël, soit pendant les vacances de février de Paris. Mais quelle que soit votre zone, vous avez au moins une zone en commun avec Paris. Et vous pouvez faire ces stages-là soit en présentiel, soit à distance. Si vous êtes en présentiel, c'est au Métro République à Paris. Si vous faites ça à distance, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui font ça à distance. On garde 40 places dans le Club Access et c'est moi qui suis personnellement tous les étudiants pendant toute l'année. Donc ça va être moi votre point de contact pour tout. Et donc c'est pour ça qu'on limite à 40 places. C'est parce que en fait, après, pour les gens qui s'inscrivent après, il y aura deux offres. Elles seront plus chères et ça sera pas avec moi, ce sera pas moi qui vous suivra en direct. Heu et donc du coup, hem, avec ça, vous préparez toutes les épreuves écrites, bien évidemment. Pour les préparations aux oraux, vous pouvez le faire en plus après et c'est un programme qui est hyper complet et l'année dernière, tous ceux qui ont fait partie du Club Access, ils ont eu soit l'IESEG, soit l'ESCA. La moitié a eu, l'IESEG et l'ESCA, grosso modo, l'autre moitié a eu que l'ESCA. Voilà et donc du coup, c'est beaucoup mieux que le que le reste. Quoi d'autre? Hem, ouais, pendant les stages intensifs, vous êtes à peu près 7 par cours. Voilà. Pour les cours hebdo, vous êtes, une vingtaine, parce que vous pouvez venir plusieurs fois. Vous êtes 15-20 en général. Voilà. Si vous souhaitez préparer en plus le concours Sésame, du coup, bah, alors pour le concours Sésame, il reste même pas 10 places, je crois. Il reste 10 places ou 9 places. Donc faut se dépêcher si vous souhaitez faire en plus le concours Sésame. Vous pouvez faire que le club Sésame aussi, hein. C'est 1 490 €, vous avez toutes les matières, vous avez toutes les matières du concours Sésame. Et si vous faites Access plus Sésame, du coup, en plus des cours hebdo de raisonnement logique et mathématique, vous avez maths, français, compétences digitales. Donc du coup, au lieu de faire une seule heure de cours par semaine pour faire tout le programme d'Access, il faut rajouter aussi une heure pour faire tout le programme de Sésame. OK? Et mais vous faites maths, français, compétences digitales. Voilà. Vous avez 3 créneaux aussi et en gros, les créneaux s'enchaînent entre Access et Sésame. Donc si vous faites les 2, vous faites par exemple 1 heure d'Access, 15 minutes de pause, 1 heure de Sésame et là, vous avez fait votre cours de la semaine. Donc ça vous prend 2 heures au lieu d'1 heure. Et en stage intensif, on rajoute une matière, l'analyse documentaire. Donc si vous faites anglais, synthèse, analyse documentaire sur la même semaine, c'est 6 heures de cours par jour sur 5 jours. Sinon, si vous répartissez, vous faites une partie en décembre et une partie en février, vous faites 4 heures pendant une semaine et 2 heures pendant l'autre. Voilà. Tous les cours sont disponibles en replay. Quand vous vous inscrivez, vous avez accès évidemment à la plateforme. On fait un groupe WhatsApp avec tous vos coachs et avec moi-même dedans. Comme ça, si vous avez des questions quand vous vous entraînez en dehors des cours, bah, on peut répondre n'importe quand en fait. Évidemment, tout est fait pour vous préparer au concours et pas c'est pas quelque chose d'hybride avec la terminale ou quoi. Nous, on est focus concours. Donc, par exemple, quand on vous fait le cours des fonctions pour, Access, on vous fait que ce qui tombe au concours Access et on va aller dans le détail, comme pour le concours Access, même parfois un peu plus loin pour être sûr que vous êtes vraiment pour que vous soyez pas surpris le jour J et mais par contre, on va pas réviser ce qui est au programme de terminale en particulier. On se concentre sur Access. Il se trouve que beaucoup de choses se recoupent en mathématiques, mais c'est quand même, assez spécifique. Mais ça vous aidera clairement pour le lycée. Et enfin, on a si vous inscrivez, c'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous préparez les 3 écoles du concours Access et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout.
C'est pas arrivé l'année dernière, comme je vous l'ai dit. Et si vous faites Access plus Sésame, les 3 écoles d'Access, il faut mettre 5 écoles pour le concours Sésame. Vous pouvez mettre les 5 plus durs sur les 16. Et si vous n'êtes pas admissible dans une des 5, on vous rembourse. Voilà, tout simplement. OK? Et donc si vous voulez faire partie enfin, de Prépa Campus, voilà, ça c'est je vous invite en fait, à juste écrire Prépa Campus sur Google. Vous allez voir tous les avis sur nous. Et il y a 95 avis. Là, je vous ai mis que les derniers avis. Quand je l'ai mis, il y avait 93 avis. Il y a 2 avis qui sont rajoutés, mais ça, ce que vous voyez, c'est juste les derniers avis. Je vous les montre parce que, bah, on en est très fiers, bien évidemment, et parce que, en fait, voilà, on est content de pouvoir montrer que, bah, ça marche, quoi. C'est une préparation, comment dire, qui est très complète, mais qui est très efficace. Voilà. Donc on vous garantit la réussite si jamais vous le faites. Si vous souhaitez d'ailleurs vous inscrire à la prépa, vous êtes obligé de me contacter directement. Donc, dans mes mails, il y a mon numéro de téléphone dans les mails que vous avez reçus. Vous êtes obligé de me contacter. On s'appelle d'abord pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. C'est impossible de s'inscrire sans passer par moi, au téléphone. En gros, c'est pas l'usine, on a envie d'avoir une vraie relation avec vous et donc du coup, il faut qu'on se connaisse un petit peu, il faut qu'on comprenne vos motivations et si vous êtes vraiment motivé, alors là, il y a pas de problème, on est parti. Voilà, c'est tout ce qu'on demande aux étudiants et là, on sait qu'on va avoir du résultat, mais on vous demande, voilà, d'être sérieux, de venir une fois par semaine en cours minimum, de faire vos stages et et si vous êtes motivé, bah, nous, on va rendre le truc super intéressant et ça va hyper bien marcher. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur le concours Access. J'ai peut-être oublié des choses, donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais aller dans le chat et je vais regarder, bah, vos questions et répondre à toutes vos questions. Donc Alice demande: «Est-il possible de passer le concours Access en passant le bac pro commerce? Est-il possible d'être pris à l'IESEG avec ce bac?» Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Heu, je pense pas, Alice. Tu vas t'engager, en fait, dans quelque chose qui va être, trop loin de ce que tu as fait, de ce que tu as fait jusqu'à maintenant et ça risque d'être compliqué. J'ai pas le cas. J'ai des STMG, j'ai des STMG. Des STMG, j'en ai 2 par an. Voilà. J'en ai 2 ou 3 par an, c'est des très bons STMG qui sont très motivés. Voilà. Mais donc voilà, pour répondre franchement à ta question. Mazodier demande: «Faut-il mettre les choix des campus dans Parcoursup?» Très intéressant. En fait, juste pour vous dire, juste avant, le concours Parcoursup, j'ai organisé une autre réunion où je vais tout vous expliquer. Mais je peux déjà répondre à cette question. En fait, au moment où vous allez vous inscrire sur Parcoursup, on va vous demander dans quelles écoles vous souhaitez vous inscrire et sur quel campus. Comme je vous l'ai dit, les écoles, elles ont plusieurs campus. Donc on va prendre l'exemple, par exemple, de l'ESCA, ils ont, je sais pas, 7 campus. Vous pouvez vous dire: «Je suis intéressé par le campus d'Aix-en-Provence, de Paris, de Bordeaux et d'Angers». OK? Mais pas par les autres. Si c'est le cas, en fait, au moment où on vous donnera vos résultats d'admission, vous serez peut-être admis dans tous les campus, si vous avez une très bonne moyenne, ou peut-être vous serez admis que dans certains campus. Peut-être vous serez admis juste à Angers et à Bordeaux, mais pas à Aix et à Paris. Dans ce cas-là, bah, vous le savez, bah, soit vous prenez, soit vous prenez pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous vous inscrivez, vous mettez tous les campus. De toute façon, ça ne changera rien à vos résultats à la fin. Vous mettez tous les campus. Au moment de passer vos entretiens, vous passez vos euros et après vous verrez où vous êtes pris et là, vous ferez votre choix du campus que vous prenez. Si vous êtes sûr de ne pas vouloir un campus, vous pouvez l'enlever, mais voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que si jamais vous avez une mauvaise surprise pour X ou Y raison et vous êtes pris que sur un campus qui est pas celui que vous voulez, peut-être que vous allez réévaluer la chose en ayant les résultats de tout le reste de Parcoursup, OK? Donc ça coûte vraiment rien de mettre ça. D'ailleurs, en parlant de coûts, l'inscription au concours, elle coûte à peu près je crois qu'elle coûte 190 € si je dis pas de bêtises et c'est moitié moins pour les boursiers. Heu, Lucas demande: «Est-il possible de faire un PGE en top 5 sans prépa? Merci». Alors Lucas, il y a une possibilité pour faire un PGE en top 5 sans prépa. C'est de faire ce qu'on appelle des admissions sur titre et donc pour faire des a donc c'est un autre concours qui ressemble au concours, Accès Sésame d'ailleurs, où vous allez passer un test d'anglais, un test de logique qui est en général le Tâche-Mage ou le GMAT, mais en général c'est le Tâche-Mage. Et vous allez passer, si vous allez avoir un dossier qui va être très complet pour le coup et possibilité de faire des entretiens. Pour être pris dans une top 5, il faut faire un parcours qui est d'un très bon niveau. OK? Donc il faut être dans une, par exemple, très bonne fac et être dans les meilleurs de sa fac. Tu postules et si tu es pris en fait, il faut avoir aussi des expériences, donc il faut être très bon d'un point de vue académique, il faut avoir des expériences différenciantes, d'un point de vue, professionnel ou d'un point de vue personnel. Par exemple, je sais pas, tu as habité 1 an à l'étranger, tu as couru un marathon, tu es sportif de haut niveau,
tu as déjà écrit un livre, tu as déjà monté ta boîte. Ce genre de choses-là, ça intéresse les écoles et donc du coup, tu vas faire 3 ou 4 ans à la fac et ensuite tu vas pouvoir postuler et rentrer dans une de ces écoles du top 5. À HEC, il y a quasiment personne qui rentre. À l'ESSEC, il y a quand même des places. Moi-même, par exemple, je suis un étudiant qui a fait l'université Paris-Dauphine. J'étais très bon à l'université Paris-Dauphine et ensuite j'ai fait, des admissions parallèles, des admissions sur titre et je suis rentré à l'ESSEC en première grande école et j'ai fait 3 ans là-bas, tu vois? C'est ça mon profil. Mais donc voilà, c'est ce genre de cas-là, en fait, de gens qui sont pris, en admission sur titre dans les meilleures écoles et tu peux, l'ESCP, il y a pas beaucoup de places, honnêtement, mais c'est pas impossible et l'EDEC et l'EM Lyon, ça peut se faire en étant bon. Heu et je vois attendez, je vais continuer les questions dans l'ordre. Donc c'est Lucas qui oui, donc Lucas demandait: «Est-ce que c'est pas possible après un BBA même à l'étranger?» Alors Lucas, c'est une très bonne question, la deuxième question. Si tu étudies à l'étranger, tu vas avoir dans certaines écoles une possibilité de faire des admissions sur titre internationales, OK? Même si tu es français et ça, tu peux le faire et c'est moins dur que les admissions sur titre françaises en général. Je dis pas que c'est donné, mais donc du coup, si tu es bon à l'étranger, tu pourras faire un BBA à l'étranger et ensuite, venir en première grande école, en top 5. C'est possible, voilà. Stéphane demande: «Pouvez-vous préciser le nombre de places encore disponibles sur Sésame et Access?» Pour le concours Sésame, il reste, 9 places, il me semble, 9 ou 10 places, voilà. Pour le concours Access, il reste, 17 places, voilà. On a ouvert les inscriptions, enfin, en fait, on a pris que les inscriptions, bouche à oreille, enfin, frères et sœurs des anciens inscrits l'année dernière, jusqu'à fin août et on a fait une conférence fin août et une conférence, début septembre. Non. Voilà, c'est la 3e conférence, je crois, dessus et on a rempli quasiment on a rempli une grosse partie déjà. Voilà. Donc si vous souhaitez vous inscrire, faut pas trop tarder. Vous avez le temps de réfléchir un petit peu pour Access. Pour Sésame, je pense que d'ici la fin de la semaine, ce sera terminé, peut-être début de semaine prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai entendu parler de la formation Sésame à Reims qui donne un double diplôme, possible PGE en top 5 avec ce genre de parcours. Non, pas possible PGE en top 5. La formation Sésame, elle est intéressante, c'est avec Neoma, heu, elle est bien. Mais tu pourras pas réintégrer un top 5 derrière, en PGE. Mais c'est une bonne formation. En fait, ton meilleur moyen d'intégrer un top 5 en faisant, heu, en fait, ça dépend. C'est ce que tu peux faire, tu vois, si tu fais l'IESEC, tu vois, typiquement, Lucas, tu peux très bien ensuite enchaîner en faisant une année de plus, par exemple, un master, un des meilleurs masters de France et sera meilleur même que certaines, que plein de que certaines écoles du top 5. Les meilleurs masters sont meilleurs que le M Lyon, que l'EDEC, tu vois? Ça, tu peux le faire en ayant fait l'IESEC. Si tu es bon à l'IESEC, il y a pas de problème. Si tu fais le BBA de l'ESSEC, en passant le concours Sésame, tu vas pouvoir, avoir ta chance en PGE, heu, à l'ESSEC dans de très rares cas, si tu es vraiment très fort et ils en prennent 2-3 par an, mais à l'EM Lyon et à l'EDEC, c'est possible. Voilà. Alors Sophie demande: «Est-ce qu'on organise des concours blancs?» En fait, pendant l'année, vous allez être évalué, tout le temps, enfin régulièrement. En fait, si vous voulez, à chaque semaine avant les vacances scolaires, on fait des sujets complets. Donc du coup, si par exemple, le lundi, vous ferez peut-être les maths, le mercredi, vous ferez, les compétences digitales, le vendredi, vous ferez, le français et puis après ça va changer et pendant vos stages intensifs, vous allez faire beaucoup de sujets aussi complets. Alors Lucas demande: «Sommes-nous d'accord que si je ne fais pas un PGE top 5, c'est impossible de faire de la finance de marché à haut niveau en France?» Non, on n'est pas d'accord. Si tu fais un très bon, master en fait, à Dauphine, ou à la Sorbonne, tu pourras largement faire de la finance de marché à un très bon haut niveau en France. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Je vais vous mettre dans le chat, mon numéro de téléphone, comme ça si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez. Je vais rester disponible, pendant une petite demi heure.
Heu, Si vous avez vos questions, vous pouvez m'écrire tout de suite et je vous rappellerai, dans l'ordre des gens qui m'ont envoyé des questions. Et si jamais, hem, bah, vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez m'écrire, bien évidemment. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Et sinon, si vous voulez réfléchir ou quoi, vous pouvez me rappeler à partir de demain, il y a pas de souci. Voilà. Bah, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette réunion. J'espère que ça vous a été utile, et je vous souhaite, bien évidemment, bah, une très bonne soirée. OK? Je reste là pendant quelques minutes si besoin.